L'Atlas en mouvement est une exposition qui présente les travaux que je réalise depuis à peu près une dizaine d'années autour des questions migratoires. Et donc dans cette exposition, il y a des formes très différentes puisque on retrouvera à la fois des photographies, des cartes, des vidéos, des dessins. Et c'est surtout une exposition qui a la particularité de regrouper des points de vue un peu différents, puisqu'il y a à la fois des photographies que j'ai réalisées, il y a des images qui ont été faites par les personnes migrantes elles-mêmes, et puis il y a aussi des représentations que nous avons faites ensemble. Et ce qu'il y a de particulier dans ces représentations, c'est qu'elles traversent un certain nombre de disciplines, qui peuvent être par exemple l'astronomie, qui peuvent être la question de la nature, la question de la mer, etc., mais qui à chaque fois abordent ces thématiques du point de vue de l'exil et du déplacement. Et donc dans cette exposition, il y a une forme de double portrait, de double représentation qui est à la fois celle des personnes exilées et en même temps des savoirs dont ils sont les héritiers. Par cet angle porté sur les savoirs, il nous a semblé intéressant à la Bibliothèque municipale de Lyon, qui est également un lieu de diffusion et de partage des connaissances, d'élaborer un dialogue avec les collections anciennes présentes dans les réserves patrimoniales. Tu vois, ça c'est un logiciel en fait, qui permet de reconstituer à un endroit et à un instant précis en fait, des ciels qu'on a au-dessus de notre tête. Et donc quand j'ai rencontré Ali, donc, qui est cet astrophysicien syrien qui était enseignant à Alep et qui a dû fuir donc, la Syrie, en fait on a reconstitué via des ciels son voyage. Et donc là on est à Alep le 22 avril 2015, c'est le jour où il quitte Alep. Et la dernière image, on est à Paris. Et donc on est le 15 mai 2015 et voilà, on a une façon de revisiter les questions du ciel par le voyage d'Ali. Dans cette vitrine, par exemple, on voit des photographies que tu as trouvées lors de tes séjours dans différentes villes détruites par la guerre, notamment dans des habitats abandonnés. Ces situations nous renseignent en quelque sorte sur les raisons de nombreux exils. Oui, d'une certaine façon, ça pourrait presque être le point de départ de l'exposition. En tout cas, c'est le point de départ des migrations. Qu'est-ce qui fait que les gens migrent? En fait, c'est qu'à un moment, les villes sont détruites, ils ne peuvent plus rester, donc ils partent. Donc ces photographies, alors elles ont été faites à la fois en Syrie, à Homs, Alep et en Irak, à Mossoul. Et donc à Mossoul, dans ces maisons qui avaient été bombardées et détruites, enfin qui allaient être totalement détruites, avant qu'elles le soient, on est rentré à l'intérieur, où on a effectivement exhumé certaines photographies ou des cahiers qu'on a trouvés à l'intérieur des maisons, enfin essentiellement des photographies. Et voilà, j'aime bien l'idée comme ça qu'on est un peu comme après un chantier de fouilles archéologiques, en fait on a une vitrine où on montre les objets, les représentations que l'on a retrouvées dans les images qui sont accrochées au-dessus. Concernant le chapitre « Prendre la mer », en parallèle à la sélection que nous avons réalisée à l'intérieur du corpus de l'Atlas, des documents patrimoniaux sont présentés. Ces ouvrages et ces estampes mettent en lumière des parcours de personnages mythologiques, en lien notamment ici avec les cartes marines qui sont exposées. Oui, et d'ailleurs sur les personnages imaginaires d'une certaine façon, on voit sur ces cartes marines que des fois les marins redessinaient des visages, des fois à certains endroits de la côte. Et voilà, et moi en fait ce que j'ai fait là, et c'est pour ça que c'est accroché comme ça, c'est que les cartes reconstituent en fait un fragment de côte. Donc ici on est dans l'ouest africain, de la Mauritanie jusqu'au Maroc. Et ce que l'on ne voit pas de loin, mais qui se découvre quand on s'approche, au crayon gris, c'est l'histoire des naufrages en fait, des bateaux, des embarcations de migrants, qui sont bien souvent des naufrages invisibles dont on ne connaît pas le nom des personnes qui se sont noyées. Donc voilà, moi j'ai fait tout un travail d'enquête pour relocaliser et redonner l'information en fait, de ce qui s'était passé à cet endroit-là et ce jour-là. Donc c'est ce qu'on retrouve sur ces différentes cartes. Un voyage tragique là en l'occurrence. Plusieurs des séries de l'Atlas ont été réalisées en co-construction avec les personnes que tu as pu rencontrer durant ces 10 années de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez travaillé ensemble ? Là, par exemple, c'est un travail que j'ai réalisé avec un Marwan qui est syrien, qui est botaniste, enfin qui est chercheur en fait, et qui travaille sur les espèces forestières du bassin méditerranéen. Je l'ai rencontré parce qu'en fait, il est boursier dans un dispositif un peu particulier d'accueil des réfugiés, mais universitaire.
et qui ne peuvent plus travailler dans leur pays et donc qui ont des bourses pour pouvoir étudier en France. Et il travaille sur un sujet alors que je ne comprenais pas trop, mais je trouvais que les représentations étaient vraiment intéressantes. Ce sont des arbres phylogénétiques des espèces méditerranéennes. Donc un arbre phylogénétique, en fait, c'est un arbre qui reconstitue en fait, l'évolution génétique d'une espèce. Et donc il se trouve que ces espèces, peu nombreuses au départ, peuvent muter et produire beaucoup d'espèces, et surtout qu'elles voyagent aussi des deux côtés des rives de la Méditerranée. Donc je trouve que c'était très intéressant dans le cadre de cet atlas en mouvement sur les questions migratoires, de montrer ces arbres phylogénétiques donc, qui ont été ici imprimés sur des feuilles de cahier d'écolier. On voit que le nom des espèces est écrit en latin et Marouane les a traduites en arabe. On a comme ça deux représentations écrites de ces espèces, ce qu'on retrouve un peu ici, mais directement. Donc là, c'est un herbier en fait, d'espèces méditerranéennes. Et j'ai demandé à Marouane si simplement il pouvait traduire en arabe le nom de ces plantes, avec toujours l'idée comme ça d'avoir cette double représentation, qui est à la fois ici celle de la nature, mais aussi indirectement celle de l'histoire de Marouane, qui maintenant travaille en France. Dans cette idée de la planche botanique, plusieurs ouvrages de la bibliothèque ont été présentés, dans cette vitrine notamment. Il s'agit entre autres d'un herbier manuscrit datant du XVe siècle, d'autre part d'un volume de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui présente différentes plantes méditerranéennes. Tu t'es rendu à Lesbos sur le camp de Moria en 2020 pour aller à la rencontre de personnes migrantes en situation de transit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience ? Oui, donc j'y suis allé deux fois. Et en fait, cette série de photographies, c'est le premier voyage en janvier 2020. À ce moment-là, il y a 20 000 migrants dans ce camp qui a été initialement construit pour 2000 personnes. Et donc, tout au long de la journée, je fais des photographies accompagné de cet homme qu'on voit de dos, pas très bien, mais qui va être mon guide, qui était aussi un migrant en attente dans ce camp de transit. Et après une longue journée de prise de vue, à la tombée du soir, quand on est revenu, au moment où on repartait en fait, et que la nuit tombait, les gens se regroupaient autour du feu. Et j'ai fait toute cette série d'images que l'on voit ici en très peu de temps, peut-être en une demi-heure à ce moment précis. Ça, c'est une des toutes premières images, et puis la nuit tombe au fur et à mesure. Et à la fin, j'ai fait ces dernières images dans l'obscurité, donc de ces personnes qui se réchauffent, qui se tiennent chaud, puis qui sont ensemble autour du feu. Dans le chapitre « Raconter son histoire », tu m'as parlé de cet ensemble, ce témoignage écrit en tigrinya, qui constitue un moment pivot de ton travail. Oui, donc là ici, toute cette série, ce sont des recueils de textes en fait, écrits donc, directement par les personnes migrantes qui, dans leur langue maternelle, écrivent un récit. Ils sont libres de raconter ce qu'ils veulent. Ça peut être à la fois un récit de voyage, ça peut être aussi un souvenir du pays dont ils sont originaires, mais ça peut aussi être une anecdote, par exemple, qui concerne leur vie en France. Et là, donc, j'avais confié des feuilles de cahier d'écolier à un jeune Érythréen, et il m'a raconté une histoire, et quand j'ai vu son écriture, je l'ai découverte, je ne la connaissais pas, et donc il m'a expliqué que c'était effectivement du tigrinya, qui est une écriture syllabique très ancienne. Et effectivement, ça a été un vrai déclic pour moi, parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais ignorant de certaines cultures, et qu'il fallait peut-être inverser la perspective sur cette question des représentations des migrants, et non pas simplement raconter leur histoire, mais peut-être faire une histoire des savoirs. Et donc ici, ce qui se joue dans ce mur, c'est des récits personnels, mais c'est aussi l'histoire des écritures des différentes cultures. Donc il y a du géorgien, il y a de l'arabe, il y a du russe, écrit par une tchétchène, du tigrinya. Et voilà, il y a toujours cette double question des savoirs et de l'histoire personnelle des gens qui la racontent. Donc je l'ai rencontré dans le camp de Moria. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées. Donc je me souviens que c'était une famille. Et elle était venue avec ses parents, son mari, ses enfants. Donc ils étaient toute une famille. Et ils étaient arrivés très peu de temps avant en fait. Donc ils venaient d'installer leur campement, de fabriquer leur campement dans le camp de Moria. Et moi c'était aussi le premier jour où j'arrivais dans le camp, et donc j'ai passé un certain temps à discuter avec eux. Et j'ai fait plusieurs photographies de cette famille. Et à un moment, donc, cette jeune fille est rentrée dans la tente, et puis elle avait un bébé, donc elle avait préparé une bassine pour laver son enfant. Et je lui ai demandé si je pouvais la photographier à ce moment-là. Et donc elle a posé et ça a donné cette photographie.